Bon, bonjour et bienvenue à cette présentation. On va vous parler de systèmes de modules en JavaScript et d'outils pour les réaliser et d'outils avec le plus beau logo du monde, hein, comme vous pouvez le constater. Bon, on va commencer rapidement par la présentation. Donc, moi, c'est Benoît Lemoine. Je suis développeur full stack chez Captain Dash où je fais principalement du Scala et du TypeScript. Et vous pouvez éventuellement me suivre sur Twitter. Oui, c'est bien Twitter, les trucs avec les arrobases. Et moi, je m'appelle Samuel Vaillant, je suis développeur front chez Captain Dash et je fais essentiellement du JS et du TypeScript. Donc, on va passer au cœur du sujet. Si vous avez fait du front, vous avez sans doute souvent vu ça, voire vous avez fait ça, c'est-à-dire un enchaînement de balises script à mettre dans un ordre précis qui récupèrent un peu la terre entière et qui font du boilerplate dans tous les sens et qui sont assez compliqués à maintenir. Mais bon, ça, c'était avant. En fait, pourquoi ce système-là est pas bon et pourquoi on veut essayer de le quitter? Un des premiers problèmes, c'est les variables globales. Par exemple, vous utilisez Lodash, vous allez avoir underscore d'exposé. Et si vous avez le caractère underscore exposé, et si vous utilisez par ailleurs une autre librairie, genre underscore, vous allez aussi avoir underscore d'exposé. Donc quand vous l'utilisez, c'est lequel? C'est peut-être un cas particulier, un cas plus pratique que moi j'ai vécu. Sur une même page, vous avez jQuery et prototype. Les deux sont dollars quand vous manipulez. C'est quoi comme dollar? Bref, les variables globales, c'est le mal. Il ne faut pas utiliser de variables globales et JavaScript, c'est comme tous les autres langages de ce point de vue-là. Le deuxième point, c'est les conflits de version. Parce que, par exemple, pour reprendre l'Odash, le underscore, la variable underscore exposée ici, entre la version 3 et la version 4, il y a eu des grosses différences d'API. Ça peut être des fonctions qui ont le même nom mais qui ne font plus la même chose et qui donc cassent votre application. Et quand vous manipulez underscore, c'est quoi? C'est quelle version? C'est assez compliqué à comprendre. Autre point qu'on voit particulièrement dans Angular, si vous en avez fait, c'est les balises script, vous devez les mettre dans un ordre particulier. Si vous ne les mettez pas dans l'ordre, ça va casser et souvent avec des problèmes complexes, enfin difficilement débuggables. Et si en plus vous avez des dépendances circulaires, vous allez avoir énormément de problèmes. Et le dernier point, c'est les dépendances transitives. Puisque, par exemple, si vous utilisez un plugin jQuery, vous avez besoin de jQuery. Bon, jusque-là, c'est évident. Mais votre plugin jQuery, il a besoin de quelle version de jQuery? Est-ce que c'est la version que vous utilisez? C'est une version précédente? C'est une version suivante? Un peu compliqué. Et tout ça, avec des balises script à la main, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de faire attention à ce qu'on fait. Ce qui est une bonne chose, hein. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Pour vous donner un exemple plus pratique, ça, c'est un exemple qu'on a eu, nous, chez Captain Dash. C'est-à-dire qu'on a une application qui dépendait d'une version de Moment, qui dépendait d'une version d'Angular et d'une version de Lodash, et qui dépendait d'une librairie interne, qui elle-même dépendait d'une autre version de Moment, qui dépendait d'une version de jQuery, qui donc surchargeait le jQuery d'Angular avec des méthodes qui ne sont pas de base dans JQuelite, et underscore qui, pareil, surchargeait la variable underscore de Lodash avec des noms de méthodes qui sont identiques mais qui ne font pas la même chose. Donc, pour résoudre ce problème, ce qu'il faut utiliser, c'est un système de modules. Les modules en JavaScript, en fait, on en fait depuis déjà un certain temps, principalement avec les fonctions auto-exécutées, mais ce n'est pas forcément suffisant. Si on veut télécharger des librairies tierces, il existe déjà des systèmes de modules, c'est-à-dire AMD au-dessus, principalement Require.js. Donc le principe, c'est toujours le même. Vous faites require de quelque chose, vous récupérez une variable, et après, vous exportez une fonction que vous pourrez récupérer par ailleurs. Donc au-dessus, c'est require qui était principalement utilisé côté front. Il existe un autre système de modules qui est CommonJS. CommonJS, c'est le système de modules qui est utilisé par Node. Donc principe identique, vous faites require, vous récupérez votre variable, et derrière, vous pouvez faire un export. La syntaxe est différente, mais sur le principe, c'est identique. Bon. Et à partir de là, on a deux systèmes de modules. Donc, lequel choisir? Un autre. C'est beaucoup plus simple. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur nos navigateurs, la plupart supportent ECMAScript 5, qui est la version actuelle de JavaScript, et ECMAScript 6 est une nouvelle version qui apporte plein de nouvelles fonctionnalités. Et le sujet de ce talk, ce n'est pas les nouvelles fonctionnalités d'ECMAScript 6, il y en a un autre pour ça, mais il y a une fonctionnalité en particulier qui nous intéressait, c'est le système de modules d'ECMAScript 6. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de navigateur qui l'implémente nativement. Mais dans l'idée, ça ressemblerait à ça, c'est-à-dire que vous faites import le nom de votre variable from le nom de ce que vous voulez récupérer, ça va récupérer votre variable, et derrière, vous pouvez faire des exports. Alors, le petit point un peu différent des autres ici, c'est qu'il y a deux types d'exports. Il y a les exports par défaut et les exports nommés.
L'export par défaut est un export nommé particulier, mais c'est pareil, on va passer sur ce point de détail. L'export par défaut, si vous faites import sans rien from, c'est celui que vous récupérez. Si vous mettez des accolades, vous récupérez la fonction exportée qui porte le même nom que ce qui est entre accolades. Donc ici, on voit bien qu'on a notre fichier au-dessus qui fait mymat, et je le récupère en dessous directement. Bon, comme je disais précédemment, en fait, malheureusement, les navigateurs n'implémentent pas encore. Donc, quand les navigateurs n'implémentent pas quelque chose, la solution classique, c'est d'utiliser un polyfill, c'est-à-dire un lot de fonctions JavaScript qui, normalement, un jour peut-être vont arriver nativement dans les navigateurs, mais pour l'instant, n'y sont pas. Donc pour ça, le S6 module polyfill a été créé, qui permet de faire fonctionner au moins en partie le système de modules d'ECMAScript 6 dans les navigateurs, à condition que ceux-ci supportent les promesses. Les promesses ECMAScript 6 qui, pour la plupart des navigateurs, sont moyennement supportées, donc vous avez sans doute aussi besoin d'un polyfill pour un certain nombre d'entre eux. Mais une fois que vous avez mis tout ça en place, ça va marcher relativement bien. C'est open source et c'est créé par un certain Guy Bradford. Voilà. Mais lui-même s'est dit, c'est bien de pouvoir charger des modules ECMAScript 6, mais en fait, tous les modules qui existent aujourd'hui en JavaScript, ils sont écrits plutôt en CommonJS ou dans d'autres formats de modules, ou en global, ou en un peu tout et n'importe quoi. Donc finalement, ça serait peut-être bien d'avoir la même chose, mais qui ne se contente pas de charger des modules ECMAScript 6, mais qui charge la terre entière. D'où System.js. Donc System.js, c'est un module loader basé sur le polyfill d'ECMAScript 6, mais qui vous permettra en plus de charger des modules CommonJS, AMD, globaux, UMD, enfin un peu tout et n'importe quoi. C'est aussi open source et vous pouvez aussi le trouver sur GitHub. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, on a un système de modules, mais on veut récupérer des librairies externes. On a eu plusieurs solutions pour ça. Pendant un moment, Bower était... Enfin, bon, d'abord, on a eu à la main. Hein, c'est je vais sur le site internet, je télécharge. Ensuite, on a eu Bower, qui faisait la même chose, mais sans le faire à la main. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Entre-temps, NPM a pris beaucoup de place, et la plupart des gens se sont mis à utiliser NPM pour télécharger des librairies. Pourtant, vous avez encore beaucoup de librairies JavaScript qui ne sont pas compatibles avec CommonJS, et qui donc ne sont juste pas sur NPM. Pour ça, Guy Bradford, toujours le même, a développé au-dessus de System.js un package manager qui s'appelle JSPM. Ce package manager, donc, comme son nom l'indique, son rôle c'est télécharger des librairies et les versionner sur différents environnements. Enfin, ça peut télécharger dans différents endroits, on le verra après, mais entre autres sur NPM et sur GitHub. Et l'autre point qui est important, c'est que System.js, comme c'est un module loader qui fait tout, c'est compliqué à configurer, c'est des problématiques assez récurrentes en JavaScript et dans l'outillage JavaScript. Et JSPM simplifie énormément la configuration de System.js. Bon, et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc maintenant, une fois qu'on a vu un peu le principe de System.js et JSPM, on va voir un petit peu comment l'utiliser. Donc déjà, on va l'installer, c'est un module NPM, donc on l'installe normalement avec NPM. Donc on peut voir ici qu'on utilise la version bêta. Donc il y a une version en prod, une version qui est production ready, qui est la 0.16. On a choisi de vous montrer la bêta parce qu'elle apporte beaucoup de modifications, de simplification surtout. Donc on a choisi de partir de cette version pour vous éviter de vous montrer des choses qui seront outdated. Donc on en est déjà à la bêta 13, donc ça devient quand même relativement stable et nous on l'utilise déjà sur un de nos projets en production. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas trop de problème. Donc, de la même manière que vous avez une commande npm init, vous avez un jspm init pour préconfigurer, on va dire, votre package. Donc ça va vous poser quelques questions. Donc le mode d'initialisation, bon, ici on a pris un quick, ça va couvrir quasiment tous vos use cases. Bon, après, si vous avez besoin d'aller dans du standard ou du custom, bon, on n'y viendra pas, on n'en parlera pas trop ici parce qu'on voulait rester assez simple. Donc il va vous poser d'ailleurs une première question qui est le nom de votre package. Donc, ici on l'a appelé clock component. Le package JSON directory slim. Alors comme ça peut faire un peu peur, mais en soi c'est juste le répertoire où vos sources vont se situer. De cette manière, il pourra facilement les trouver, etc. Et après, on a la base URL. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante que vous avez à configurer. Ça va être l'URL de base pour tous vos imports. Et vous pourrez importer uniquement des fichiers qui se situent à l'intérieur de cette base URL. Donc si on laisse en optionnel, ça vous prend le répertoire courant. Donc ça veut dire que vous pourrez importer n'importe quel fichier dans votre répertoire. Après, c'est le point d'entrée de votre fichier. Donc ici, on a mis notre index.js et le transpiler. Donc par défaut, il prend Babel, mais il y a aussi le support de TypeScript et de Babel.
et tracer. Donc une fois que vous avez fini cette initialisation, il va télécharger toutes les dépendances dont il a besoin pour fonctionner. Donc ça, en gros, il va télécharger le fichier système.js, il va télécharger les fichiers qui sont nécessaires à faire tourner le plugin. Donc en l'occurrence là, il va télécharger le plugin de Babel. Il va créer une section JSPM dans le package.json pour informer que votre module utilise JSPM. Donc à l'intérieur, il va écrire des informations comme votre base URL, votre directory path, vos dépendances pour builder votre projet, etc. Et il va aussi créer 2 fichiers de config. Donc ce premier fichier de config, c'est le JSPM browser.js. Donc ça, c'est vraiment la configuration globale, ou vraiment globale de votre projet. On y retrouve le base URL qui permettra à système.js de savoir comment charger vos modules et des passes. Donc en gros, les passes, c'est juste une information pour JSPM, donc pour trouver vos packages. On va voir plus tard qu'on peut installer des packages via GitHub ou NPM. Donc quand vous faites un import d'un package depuis GitHub, il va savoir qu'il va aller chercher des dépendances dans le JSPM package, dans le dossier GitHub, et de même pour NPM. Et on ajoute aussi le pass de notre propre composant local. Donc si vous avez plusieurs composants, plusieurs modules dans votre projet, vous pouvez les lister ici. Le deuxième fichier, c'est le jspmconfig.js. Alors il est en 2 parties. Il y a une première partie qui concerne votre composant local, donc de quelle manière vous allez le transpiler, et des informations concernant ce package, donc son format, son point d'entrée, et comment vous allez loader les fichiers de ce composant. Donc là, on peut voir que tous les fichiers JS vont être loadés via le plugin de Babel. Donc par exemple, si vous faites du React et que vous avez des fichiers JSX, vous pouvez préciser ici, vous n'êtes pas obligé de le préciser à la main, le JSPM peut vous le faire automatiquement, vous allez préciser que tous les fichiers .jsx, vous allez les loader avec le plugin JSX de système.js. La deuxième partie du fichier, c'est juste pour vous montrer que système.js ne fait pas des imports magiquement. C'est écrit en dur quelque part. Donc ça, vous n'avez jamais à le modifier, c'est JSPM qui le génère automatiquement pour vous, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de configurer système.js. Donc par exemple ici, j'ai la map qui correspond à mon plugin Babel, c'est-à-dire que quand je vais avoir besoin d'utiliser le plugin Babel, c'est système.js qui l'utilise de lui-même, il va aller le chercher dans les packages, donc JSPM package, NPM, et il va loader le plugin système.js, etc. Donc c'est vraiment pour vous montrer que les imports ne se font pas magiquement. C'est-à-dire que tout est écrit et il n'y a rien de magique dans tout ça. Donc maintenant, on a fini notre configuration de projet, on va voir comment installer des dépendances. Donc les dépendances, on peut les installer depuis plusieurs endroits. Donc depuis le registry. Donc le registry, c'est en gros, c'est un repo GitHub où il y a un fichier JSON qui fait correspondre donc, en clé un nom de package, par exemple au hasard Angular. Et en valeur, vous aurez le pass vers un provider spécifique. Par exemple, pour Angular, ce serait github.bower Angular. Et en gros, c'est juste un raccourci vers un provider spécifique. Mais ce que ça vous amène en plus, c'est d'être assuré que la configuration du package va être correcte. Parce que JSPM, pour installer et configurer système.js, se base sur le package.json et il va parser vos fichiers pour voir de quelle manière ils sont écrits, c'est-à-dire de quel module il va utiliser, etc. pour le charger. Donc si vous n'avez pas de package.json dans votre dépendance ou qu'il n'arrive tout simplement pas à le parser, bon, ça arrive rarement, ça vous assure que ce package sera bien configuré. Par contre, le problème, c'est que c'est un repo qui est sur GitHub, c'est un package communautaire. Du coup, votre package, c'est possible qu'il n'y soit pas, donc vous pouvez faire une pull request pour l'ajouter, etc. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez directement installer un package depuis NPM ou GitHub, de cette manière-là. Ou alors, vous pouvez setter un registry custom. Par exemple, si vous avez des packages sur Bitbucket, vous pouvez créer votre provider Bitbucket pour pouvoir installer vos composants. Donc, une fois que vous avez installé votre composant, il va faire 2 choses. Il va modifier votre package.json sous la clé JSPM pour ajouter votre dépendance. Et ensuite, il va modifier votre jspmconfig.js pour mapper en gros le nom de votre dépendance à votre pass. Donc, comme je l'ai dit, on peut avoir des configurations qui ne sont pas correctes. Par exemple, vous avez un package donc, qui n'a pas de package.json, vous pouvez surcharger le point d'entrée, le format et d'autres options. Mais nous, on a eu souvent ce cas-là, c'est pour ça qu'on a choisi de le montrer. Donc, pour faire un override, vous pouvez passer par le CLI et faire passer l'option O et écrire votre override.
On va le voir avec un exemple un peu plus concret, ce sera plus simple. Par exemple, j'ai eu besoin d'installer le module FileSaver depuis GitHub. Donc pour l'instant, je ne savais pas qu'il avait une mauvaise configuration. Quand j'ai lancé l'install, il m'a tout simplement dit attention, ce package, je ne sais pas où est-ce que je vais le chercher. C'est-à-dire que je vais l'installer, mais je ne pourrai pas le loader parce que j'ai aucune information sur le point d'entrée de ce package. Donc après, on peut aller voir rapidement dans le JSPM package, le point d'entrée, j'ai vu que c'était FileSaver en l'occurrence. Donc je vais relancer ma commande en mettant un override sur filesaver.js. Et de cette manière-là, lui, il va comprendre que le fichier d'entrée, c'est bien ce fichier-là, et il va m'écrire dans mon package.json que mon point d'entrée pour ce fichier-là, c'est FileSaver. Et de cette manière, quand Benoît il va cloner le projet, il va refaire un JSPM install, ça va tout de suite prendre la bonne configuration. Donc vous voyez, à installer, même si vous n'avez pas une configuration qui fonctionne dès le début, c'est pas très compliqué à étendre et à faire fonctionner. Donc maintenant, une fois qu'on a vu l'initialisation du projet, vous avez installé vos dépendances. Comment ça fonctionne en mode dev? Donc pour l'instant, dites-vous que ça c'est bien en mode dev. En production, ce sera un peu différent. Donc pour le mode dev, vous avez juste à coller vos balises script donc, pour télécharger, pour inclure system.js et inclure vos 2 fichiers de config. Donc l'ordre des fichiers est important parce que comme on a vu tout à l'heure, dans le JSPM browser.js, il définit vos passes. C'est-à-dire que si vous le loadez le JSPM config.js, il ne pourra pas loader vos dépendances. Il lui manquera des informations. Donc l'ordre de fichier est très important. Ensuite, après, je fais un système import de mon point d'entrée. Donc là, c'est bootstrap.js. Et je peux loader mes dépendances. Donc, toutes mes dépendances que je vais installer via JSPM, c'est juste le nom du package que je vais importer. Donc là, je fais un import moment from moment. En gros, j'aurai moment de disponible uniquement dans ce fichier-là. Après, j'ai 2 solutions pour loader mon package. Soit je place directement par le nom du package. Comme tout à l'heure, on a vu qu'on lui a donné un nom. Donc log component, par exemple. Eh bien, il sait tout seul qu'il va aller chercher ce fichier-là dans le SRC. Et comme on a défini aussi son point d'entrée, il n'aura aucun mal à le retrouver. Ou alors, on peut directement importer le fichier en relatif. Ça marche aussi. Donc, un petit mot sur la transpilation. Donc, on a dit tout à l'heure, on a vu que Babel était le transpileur par défaut, qu'il supportait Tracer et TypeScript. Et il y a un petit problème, c'est pas vraiment un problème, mais ça peut être vu comme un avantage et un problème, c'est que la transpilation se fait en runtime. C'est-à-dire que System.js va faire une requête pour chacun de vos fichiers. Donc, je sais pas, vous avez 10 fichiers, il va faire 10 requêtes. En plus en même temps de les charger, il va faire la transpilation. Donc, vous imaginez bien qu'avec, je sais pas, 150 fichiers dans votre projet, et encore, c'est pas un très gros projet, il va faire 150 requêtes et vous payez à chaque fois la latence de la transpilation sur chaque rechargement de page. Donc, ça peut être un peu embêtant, on perd vachement je sais pas comment dire, de temps, voilà, de temps, et même pour le développeur c'est pas agréable, si je me tape un rechargement de 10 secondes à chaque fois que je recharge la page, c'est un peu embêtant. Et en plus, vous payez le fait que le browser peut faire uniquement 6 requêtes en parallèle. Donc c'est vraiment, vous perdez vraiment beaucoup de temps. Donc, au point de vue perf, évitez la transpilation en runtime, et JSPM vous offre une commande pour faire ça. Donc ça, on offre la possibilité de faire un bundle. Donc un bundle, ça va juste être une concaténation de tous vos modules transpilés, de manière à faire plus qu'une seule requête et faire la transpilation non pas dans le browser, mais via le CLI. Donc la commande, c'est juste JSPM bundle et le point d'entrée de votre module. Et la commande watch permet de mettre comme son nom l'indique, de mettre un watcher sur vos fichiers et de rebuilder uniquement le fichier qui a changé. C'est-à-dire qu'au lieu de, quand je vais modifier mon fichier, au lieu de me rebundler tous mes fichiers, il va juste prendre le fichier que j'ai modifié, le transpiler et le réinclure dans mon bundle. Ça veut dire que je ne vais pas me taper le bundle de toute mon app à chaque fois que je vais modifier un fichier. Et surtout l'avantage, c'est qu'au lieu de me charger mes 150 fichiers à la suite, il va me loader plus qu'un seul fichier. Donc en termes de perf, c'est vraiment hallucinant. Par exemple, sur un projet avec 180 fichiers à peu près, on se tapait 293 requêtes. Donc il y a n requêtes pour n fichiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le problème c'est qu'en plus de télécharger mes fichiers, il va aussi télécharger le plugin de Babel, etc. Et il va charger la terre entière pour pouvoir charger toutes les dépendances de Babel aussi. C'est pour ça que j'ai autant de requêtes. Et 12 secondes à chaque fois que je recharge la page, c'est un peu embêtant. Donc avec l'option Watch, ça n'a absolument rien à voir. On fait plus que 21 requêtes parce qu'on évite de charger tous les fichiers. Et donc on retombe dans des temps de dev plus ou moins acceptables. Donc maintenant pour la production.
Donc tout à l'heure, on a vu qu'on avait besoin d'inclure 3 balises script, de faire l'import, etc. Donc ça, en production, c'est juste pas possible. Donc on peut faire un bundle qui dit auto exécutable, c'est-à-dire qu'on va avoir notre bundle transpilé avec un micro-loader à l'intérieur, et on n'aura plus qu'à déposer notre balise script, terminé, ça marche. Donc pour ça, la commande disponible, c'est JSPM build. Vous mettez votre point d'entrée, votre point de sortie, et vous avez des options comme la minification qui est faite avec les failles JS, les source maps pour pouvoir débugger, le format, vous pouvez choisir par exemple, vous faites un package pour Node par exemple, vous pouvez choisir le format comme JS, vous pouvez choisir l'AMD, l'UMD, le global, ou même les formats de CMAScript. Donc la transpilation se fait au runtime. Et ça supporte Rollup. Donc Rollup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Rollup.js. System.js s'en sert pour optimiser vos builds. Donc c'est un module bundler, on va dire, de nouvelle génération, qui est capable d'optimiser vos builds en fait. Il le fait parce qu'on appelle le tree shaking. Alors, le tree shaking, ça va, en gros, c'est un peu comme l'élimination de code mort, c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire que dans mon fichier Bootstrap, j'importe une fonction de mon fichier index.js. On peut voir que j'utilise uniquement l'export default. Ce que va faire Rollup, c'est qu'il va parser votre fichier et il va voir que vous utilisez uniquement l'export default dans votre fichier Bootstrap. Donc il va voir que cette fonction, overfunction, elle n'est jamais utilisée. Donc il va te dire, OK, ça tu l'utilises, ça tu n'utilises pas. Donc ce que ça fait en sortie, donc bon, j'ai ma librairie moment, et après ça va prendre uniquement la fonction clock component. Et on peut voir que la fonction overfunction, il l'a enlevé parce qu'on ne l'utilise pas. Donc ça marche avec les imports, mais ça marche aussi avec vos variables. Si j'avais défini une variable value et que je ne l'utilise pas, il l'aurait enlevé aussi. Donc ça peut vraiment optimiser vos builds. C'est aussi présent dans Webpack 2 d'ailleurs. Mais par contre, c'est un petit désavantage, c'est que ça fonctionne uniquement avec les modules ECMAScript 6. Enfin, les modules ES6. Ouais. Et il faut que la librairie soit un peu pensée pour. Par exemple, on va prendre l'exemple de Lodash. Dans Lodash, actuellement, ça ne fonctionne pas. Ils essaient de le faire fonctionner, mais la librairie n'est pas faite pour ça. Et le créateur de Lodash a fait une nouvelle librairie qui s'appelle Lodash ES, écrite en ECMAScript, pour pouvoir fonctionner avec cette optimisation. Donc ça veut dire que, par exemple, vous avez juste besoin de la fonction map dans Lodash, vous faites un import de map from Lodash, très bien. Et au lieu de télécharger toute la librairie, il va prendre uniquement le map et ses dépendances, et ça vous évitera de télécharger la terre entière pour rien. Donc sur des librairies grosses comme Lodash ou autres, l'optimisation peut être vraiment intéressante. Donc JSPM vous permet, on l'a vu, pour la transpilation, ça utilise des plugins, comme pour TypeScript ou pour Babel, tout est fait sous forme de plugins, mais on peut aussi télécharger d'autres choses, comme par exemple du CSS. Donc l'idée, c'est on installe le plugin CSS, qui s'appelle sobrement CSS. Pour l'importer, on écrit dans notre fichier JavaScript simplement un import du fichier CSS, avec un point d'exclamation, et en pratique, ça inclura magiquement dans notre page une balise de type link. Alors, quel est l'intérêt? C'est les composants. Les composants, c'est à la mode en ce moment, et ça permet d'embarquer directement votre style dans votre code JavaScript. Donc tout est lié, et quand vous livrerez votre composant, vous avez un fichier qui fait tout. Ça permet de le faire avec le CSS, comme on l'a montré là, mais il y a d'autres plugins. Donc par exemple, vous pouvez récupérer du JSON de cette façon-là, plusieurs autres choses. L'autre point, les gros mots mathématiques, c'est toujours pour moi. Donc, ce qui autrefois s'appelait l'isomorphique et qu'aujourd'hui on appelle plutôt universal, c'est l'idée de pouvoir faire tourner une application front côté back au premier rendu. Donc, avec beaucoup plus de partage de code. JSPM, en fait, simplifie beaucoup ça en permettant l'installation de packages back, comme Express. On les installe. On écrit du code qui, par exemple, ici, c'est de l'ECMAScript 6, mais on utilise Express, donc en faisant un import pour un Express. Et la différence, c'est que pour lancer l'appli, on fait un JSPM run. Voilà. Et ça, l'intérêt, c'est que vous voyez ici, j'ai directement mon composant React qui va être rendu côté serveur et renvoyé construit au client. Alors, il ne faut pas rêver, ça ne simplifie qu'une toute petite partie du problème de l'isomorphique, qui est avoir le même code partagé des deux côtés. Ça ne résout pas tous les problèmes d'état qui sont les vrais problèmes de l'isomorphique. Pour finir, on va parler un peu de la concurrence. En fait, la
La seule vraie concurrence aujourd'hui de JSPM, c'est Webpack. Webpack qui a quand même beaucoup plus de visibilité que JSPM. Le désavantage, c'est qu'aujourd'hui, Webpack, ça fait que du bundle. D'un autre côté, avec ce qu'on vient de dire, c'est que JSPM, on vous encourage quand même vivement à faire du bundle plutôt que de la compilation au runtime. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais en termes de POC, le runtime gagne. Donc de ce point de vue-là, utiliser JSPM sur un POC, vous y irez beaucoup, beaucoup plus vite. Ensuite, Webpack est agnostique du package manager. Donc généralement, vous allez utiliser NPM. Mais si vous avez des choses qui sont, comme ça arrive très souvent, mal configurées, mal prévues pour NPM, ça va être beaucoup plus galère avec Webpack qu'avec JSPM, vu que vous allez pouvoir surcharger. Puis bon, Webpack, c'est ce que je disais, c'est vachement plus à la mode. Hein. Donc ça, c'est un vrai avantage comparé à JSPM. Alors, notons quand même un point. JSPM, ça configure System.js. Et System.js, c'est utilisé, entre autres, par Angular 2. Donc, Angular 2 ne pousse par ailleurs pas d'autres outils. Donc, vous verrez beaucoup de tutos avec Webpack, mais vous en verrez aussi avec JSPM. Bon, la conclusion de tout ça, en fait, on vous a présenté un outil pour faire quelque chose qui est utiliser des modules en JavaScript. Finalement, c'est un outil parmi d'autres. Et s'il faut retirer quelque chose de stock, c'est pas tant d'utiliser JSPM. Vous pouvez continuer d'utiliser Webpack si vous utilisez déjà Webpack. C'est utiliser des modules. Vraiment, ça va rendre votre code beaucoup plus propre. Et c'est l'avenir. Et ça serait dommage de rester coincé dans les années 90 où on codait encore pour Internet Explorer 6. Si vous voulez quelques liens, donc vous avez les slides en haut, les différents sites de JSPM, System.js, Rollup aussi qui vient d'être intégré, et le guide de la bêta. Alors notons que la documentation de JSPM était quand même assez pourrie en version 16, et c'est aussi pour ça qu'on vous pointe vers la version bêta qui sortira bientôt en prod, puisque là la documentation est vraiment bien faite. Il y a un bootstrap complet d'un projet React de A à Z avec la partie universelle. Donc plutôt bien fait. Et si vous avez des questions, nous vous écoutons, il reste 3 minutes. Et mes questions? Vas-y. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut transpiler à la fois TypeScript et Babel? Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est que je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. C'est possible. En fait, quand on a configuré le package, on informe, on met une wildcard, le point du format, et on précise le loader. Donc que ce soit, si vous mettez TS en dessous et vous utilisez le plugin de TypeScript, ça marche. Mais j'ai une deuxième réponse qui est que TypeScript, ça se veut un super ensemble. Donc normalement, en fait, il n'y a pas besoin, il suffit de tout faire avec TypeScript. Normalement, oui. Oui. Et dans la 0.16, c'était compliqué. Dans la 0.17, dans le guide, justement, il explique comment faire ça. Donc je t'invite à aller voir, ce sera beaucoup plus simple que mon explication. Mais oui, c'est simple à faire. C'est possible. D'autres questions? Il reste 1 minute. Bon, juste pour information, donc on l'a dit avant, mais aujourd'hui, nous, on utilise tout ça en prod, avec du TypeScript, entre autres, et du Babel sur un autre projet, et on a de la 0.16 et de la 0.17. Enfin bref, c'est prod ready, peu importe le 0 point, ça fonctionne, et Guy Bradford est très actif. Donc, vous arrivez assez rapidement quand il y a des problèmes, comme il y a eu récemment. Il y a une pull request qui arrive dans la journée et qui répare les trucs. Donc, la communauté est petite mais vivante. Oui. Est-ce qu'il y a un IDE qui prend les projets sous JSPM? Alors, pour le coup, moi, j'utilise IntelliJ et j'ai, au niveau des imports, contrôle-clic sur l'import et ça marche. Mais ça, c'est pas lié à JSPM. Hein, c'est vraiment la norme, la future norme JavaScript. Et avec Atom, je sais pas. En gros, si vous utilisez du TypeScript, lui, vous aurez un plugin Atom qui va supporter TypeScript, en gros. Mais sur les modules ES6, il n'y a pas ça encore. Ouais. Dans votre IDE? Bah, il ne le sait pas parce qu'il n'a pas besoin de vérifier dans l'IDE. C'est uniquement dans le browser que c'est utile. Bah, dans IntelliJ, ça marche. Oui, dans IntelliJ, ça marche, mais... Voilà.
Et je ne pourrais pas parler. Je savais même pas que ça marchait avec DayG. Bon, bah, merci à tous alors.